Nous allons pouvoir commencer nos travaux. Partagez encore une dernière fois massivement cette émission. Le quorum n'est pas encore assez atteint. Ne laissez pas les machines ennemies nous dominer. Chameni Nanseki Dorli, partagez votre émission. Donnez l'émission à notre peuple. Quoi? On dort déjà? Mariam, Marie Dienga, on dort déjà? Mais donnez l'émission au peuple. Jackson Sin, qu'est-ce qu'il y a? Ben son blondé, allez appeler le peuple. Maker Nare, Antonio Oscar Zissou, Pascal Péquier, Julie Panaf. Ah, Amak Mak, Pasteur Ntamak Mintamak Théodore. Donnez l'émission au peuple, n'ayez pas peur. Khalifa Kabore, soyez bénis aussi. Nous commençons. Africains. Nous sommes le vendredi 24 janvier 2024 lorsque je prends la parole dans cet oratoire pour balayer comme d'habitude l'actualité politique africaine avec vous. Je vous propose d'intervenir sur les sujets suivants. D'abord, le Rwanda qui assassine le gouverneur du Nord Kivu. Le général Peter Sirim Mwami vient d'être tué par les hommes de Kagame dans le nord du Kivu, où l'armée de Kagame sème la terreur. La grande question qui se pose, c'est comment l'Afrique continentale et mondiale peut aider notre peuple africain du Congo. Le second sujet que je vais aborder, c'est une nouvelle qui pourrait paraître mauvaise, mais qui, en réalité, pourrait cacher le plus grand des bonheurs pour les Africains. C'est la suspension de l'aide américaine aux pays africains par le nouveau président Donald Trump, à qui je voudrais adresser un très grand remerciement pour cette décision. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons besoin que les États-Unis arrêtent d'aider, entre guillemets, les pays africains. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bonne nouvelle. Et nous félicitons le président Donald Trump qu'il garde l'argent américain aux États-Unis. Il est temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement au couinement que j'ai entendu, comme celui du Ben Johnson, eh bien, de la fuite et de l'échappatoire au Mali, le recteur de l'université de la langue de bois, Moussa Mara, la fermeture de l'aide américaine à l'Afrique est une bonne nouvelle. Écrivez ça. Je vais expliquer. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je dis une chose, c'est que j'y ai réfléchi et que je mets à la disposition de mon peuple les moyens de penser. Le troisième sujet que nous allons aborder, c'est le cas de M. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, qui est actuellement écrasé par la loi du Temdingé, qu'on appelle encore le boomerang, encore le karma cosmique. Nicolas Paul Sarkozy Stéphane de Nagui Boksha est assuré d'être dans pain pour très longtemps à Paris, parce que tous les témoins de sa corruption sortent de l'ombre et le chargent à volonté. Il faudra que je lui explique la métaphore du pain brou, telle qu'en Côte d'Ivoire, nous la vivons. Qu'est-ce que c'est qu'être dans pain? Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha, qui ces dernières années a voulu se remêler des affaires africaines, devrait savoir que le karma est impitoyable en cette terre du Verseau, et que ce qu'il a vu là n'est rien à côté de ce qu'il va voir. Il n'a pas encore vu quelque chose, il va encore voir plus. Car en fait, c'est le célèbre témoignage de nos ancêtres qui est en train de corriger Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha. Tant qu'il n'a pas demandé pardon et appelé à la réparation de tous les crimes qu'il a contribué à commettre en Afrique, il ira se faisant limer, jusqu'à disparaître dans le siècle, comme en réalité non pas ancien président français, mais ancien voyou de France. Ah oui, la méchanceté ne paye pas. Mon peuple, dans l'ouest du Cameroun, dit Tchepung Kapung. Tchepung Kapung, écrivez ça. Le mal n'est pas bien. Faire délibérément le mal, ce n'est pas bien. Tchepung Kapung. On va expliquer ça à Paul Nicolas Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha. Et je voudrais saluer ici le fils du leader Mohamed Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, qui a survécu par miracle et qui vient de délivrer un témoignage lourd sur France 24 pour dire mon père a donné beaucoup d'argent à Kadhafi. Moi-même, j'ai transporté ça pour donner. Nous pensions acheter la paix, mais nous n'avons pas pu éviter la guerre. Car nous ne savions pas que leur devise, c'est que la paix, on doit l'éviter parce qu'ils vivent d'éviter la paix. C'est barbare et c'est sauvage. Donc, M. Sarkozy lui-même va nous parler parce que dans cette affaire, on va donner la parole à Sarkozy pour qu'il se décrive lui-même. La question qui sera posée, c'est M. Sarkozy, qui êtes-vous? Et on donnera la parole à Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksha pour décrire ce que c'est que l'Europe et la politique européenne dans le monde. Il n'y a pas mieux placé que Sarkozy pour nous dire en quoi consiste la politique européenne dans le monde. C'est-à-dire pour décrire sa politique, lui, quand il était président. Le quatrième sujet que nous allons aborder, c'est le Bénin, où M. Talon est prié de résoudre deux problèmes. Un problème extérieur et un problème interne. Le problème extérieur va lui être rappelé et on va lui demander d'imiter son doyen dictateur Paul Biya. Mais le problème interne, quant à lui, c'est le procès de l'opposant Olivier Boko, ancien bras droit de Talon, qui était bien sûr très content d'aider Talon à enfoncer les autres opposants en pensant que Talon allait lui préparer tranquillement le pouvoir avant que Talon ne lui montre le serpent. Mais ce n'est pas parce que Talon lui montre le serpent que nous allons laisser M. Talon prospérer dans ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique de la justice. Ce dans quoi Talon est actuellement carrément installé. Mes chers amis, voilà les 4 sujets que je soumets à votre sagacité ce soir. Et si ce programme est alléchant pour vous, ne le gardez pas pour vous. Le principe du Festival des vérités crues et de la distribution des pains spirituels de la liberté, c'est que eh bien, nous y participions en partageant eh bien, nos modestes lumières avec le plus grand nombre possible de personnes. Encore un tour de partage. Le malo n'est pas bien. Écrivez ça. Le mal n'est pas bien. Cherchez le mal délibérément. L'invocation délibérée du mal produit un boomerang. Écrivez ça. Nous allons commencer ce programme. Africains, le Congo, République démocratique, est à feu et à sang. Le barbare Paul Kagame, dictateur du Rwanda, à la tête de son armée de criminels, qu'il a déguisé sous l'appellation de M23, mais qui n'est rien d'autre que les Rwandan Defense Force, est en train de truander et d'ensanglanter les provinces du Nord et du Sud Kivu. Paul Kagame, qui est armé par l'Union européenne et par l'OTAN, qui ont passé avec lui des accords privilégiés afin que celui-ci pille le Congo pour eux. La preuve, l'Union européenne a signé avec Kagame un accord d'exploitation des minerais congolais, alors que le sous-sol rwandais n'a pas de minerais. C'est-à-dire que l'Union européenne a expressément envoyé Kagame piller le Congo pour elle. Kagame se défoule actuellement contre notre peuple. On dénombre au bas mot 400 000 personnes déplacées, dont une immense majorité de femmes et d'enfants, qui marchent nuit et jour dans la nature, sous la pluie, le froid, le soleil, sous les moustiques, la menace des animaux sauvages et des maladies, livrés à la détresse absolue, livrés à la mort abjecte. Sont maintenant pratiquement plus d'1 million à 2 millions de personnes, rien que dans la zone
du Kivu, province du Sud et du Nord. Si vous êtes reconnaissant envers ceux qui nous ont transmis la vie, c'est-à-dire en premier lieu le Tout-Puissant, et en second lieu tous nos parents, depuis les anges, émanations directes du Tout-Puissant, jusqu'à notre père et notre mère africains sur cette terre des hommes. Vous ne pouvez pas dormir tranquille chez vous, africaines, africains, en acceptant et en laissant continuer à se faire ce qui se passe maintenant en République démocratique du Congo. Dans un rapport récemment publié par l'Organisation des Nations Unies, la responsabilité de la République du Rwanda, entendez par là, non pas le peuple rwandais, mais la responsabilité du régime au pouvoir au Rwanda, de Paul Kagame, elle a été directement et clairement reconnue. Ce n'est pas la première fois. Les rapports de l'ONU, les rapports de l'Union européenne même, les rapports de l'Union africaine, les rapports de la SADC, les rapports d'experts de tous bords confirment que la déstabilisation du Sud Kivu et du Nord Kivu est l'œuvre de Paul Kagame et qu'il est soutenu pour cela par l'OTAN, dont il est en réalité le valet dans la région des Grands Lacs, et il est soutenu par l'Union européenne, qui a passé avec lui des accords privilégiés ayant pour but l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et leur bradage pour les multinationales occidentales. Et c'est cette question explicite qui a été posée il y a quelques semaines par un député à la Cour européenne. Je vais essayer de vous retrouver cette petite vidéo dans laquelle un député pose devant la Cour européenne à Bruxelles, pardon, devant le Parlement européen, pas la Cour, mais devant le Parlement européen à Bruxelles, la question de l'attitude de la soi-disant communauté internationale, l'attitude de cette communauté envers le Rwanda. Il va poser cette question d'une manière très claire. Il va poser cette question d'une manière très claire. Nous allons voir la formulation qui a été donnée à cette question par un courageux et bien député de l'Union européenne. C'est important que vous entendiez cette voix européenne questionnant le Parlement européen sur le double jeu de la communauté internationale, entendue par la communauté politique occidentale, au Congo. Ce député a formulé les choses avec une telle clarté que je m'en voudrais de continuer dans ce sujet sans l'avoir laissé parler. Il faut que cette voix, ce député congolais, je l'ai publié il y a quelques jours, parle. Il faut qu'il parle, il faut qu'on entende sa manière de dire ce qui se passe en République démocratique du Congo. Car sa manière de le dire est, on ne peut plus, désarmante et remarquable. C'est avec beaucoup de courage que cet homme-là a parlé devant le Parlement européen et nous lui avons donné la parole sur notre page. Je ne sais pas si certains d'entre vous n'ont pas vu à un moment donné passer la vidéo dans laquelle ce représentant, ce parlementaire, tensait l'ensemble du directoire de l'Union européenne d'une manière absolument remarquable. Je veux vraiment lui donner une chance de parler ici. Je vais lui donner une chance de parler ici pour vraiment vous montrer à quel point personne ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo et personne ne peut aujourd'hui dédouaner Kagame et ses alliés, à savoir l'Union européenne et l'OTAN, de ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Ceux qui nient la responsabilité de Kagame, de l'Union européenne et de l'OTAN dans la dérive criminelle de Paul, bien sûr, des forces de Kagame au Congo, ce sont ceux qui en sont complices, ce sont ceux qui en profitent, ce sont ceux qui veulent continuer à en profiter d'une manière inhumaine, intolérable et inacceptable. Je suis toujours en train de remonter pour vous trouver cette séquence inoubliable au Parlement européen où quelqu'un a dit les choses comme elles sont. Quelqu'un a dit les choses comme elles sont et on n'oubliera jamais le courage avec lequel cette personne-là a confronté la conscience européenne à sa forfaiture contre le peuple congolais. Si cette confrontation à propos de la forfaiture au Congo n'est pas possible, cela veut juste dire qu'il n'est même plus nécessaire de discuter. Les peuples doivent tout naturellement entrer tout simplement en lutte révolutionnaire et le débat est clos. Le débat est clos. Il faut que cette question soit regardée en face. Il faut qu'on regarde en face ce qui se passe en République démocratique du Congo et nous, Africains, nous avons des responsabilités à prendre. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous ne pouvons pas continuer à commenter et à regarder ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons la responsabilité de tout faire pour que cela s'arrête. Parce que si nous laissons cela se faire, si nous laissons cela se faire, cela veut dire que nous permettons que le modèle s'étende sur tout le continent. Laisser cela se faire, c'est permettre que le modèle s'étende sur tout le continent. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux de laisser cela s'étendre sur tout le continent. Je suis en train de défiler, malheureusement, les publications parce que cette publication s'était enfoncée dans. J'y ai pensé vraiment là tout de suite parce que c'est un élément tellement poignant. C'est une prise de parole tellement poignante que. Voilà. Alors, très bien. Très bien. Je lui donne la parole. Dit tout à l'heure, ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Voilà. C'était le 17 janvier. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations des droits humains. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, voilà. Est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Voilà. Je vais vous montrer le personnage qui parle. J'ai pu retrouver. Cherchez ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire désigné, bonjour, je m'exprime en français. Vous nous avez dit tout à l'heure ne pas vouloir vous inscrire dans le modèle chinois de partenariat qui débouche sur des violations de droits fondamentaux. Monsieur le commissaire, je participe à ce principe. Mais dans les faits, la Commission a passé un accord avec le Rwanda pour nous fournir des matériaux dont le Rwanda ne dispose pas. Et du coup, l'armée rwandaise va en RDC chercher ces matériaux-là, ces matières premières. Le prix de ça, monsieur le commissaire, c'est des violations du droit humain. Le prix de ça, c'est des crimes de guerre commis par l'armée rwandaise. Le prix de ça, c'est des enfants soldats qui sont utilisés. Monsieur le commissaire, est-ce qu'on va enfin relier les valeurs aux pratiques? Est-ce que vous allez arrêter cet accord avec le Rwanda? Est-ce que vous allez chercher un autre type d'accord avec le Rwanda? Est-ce que enfin vous allez reconnaître que le prix de notre autonomie stratégique, ça ne peut pas être la violation des droits de l'homme, ça ne peut pas être la complicité dans les crimes de guerre? Écoutez la réponse. Thank you for your question. However, being pieces of information I have available are basically saying something different. Rwanda is one of our most prominent partners. In Africa, we have a... Monsieur le commissaire, je vous remercie de votre question, mais j'ai une opinion un peu différente de la vôtre. Le Rwanda est l'un de nos plus importants partenaires en Afrique. La suite. So we are developing here a lot of successful projects. If there is a case of the violation of human rights or other things, I will have a look on it and I will respond back to you. Nous développons avec le Rwanda de très intéressants projets. S'il y aurait des violations des droits de l'homme par le Rwanda, dans ce cas-là, j'en aurais tenu compte dans mon intervention. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est ce que dit le commissaire européen. But basically, this is my level of information is not
as traumatic as you told me. À mon niveau d'information, les choses ne sont pas aussi traumatiques que vous nous le dites. Ça se passe pas si mal que ça entre le Rwanda et le Congo. De mon point de vue, moi, le commissaire européen, ça va. Et donc, il n'y a pas de raison de s'affoler. So I'm not able to react immediately because basically, when it comes to projects in Rwanda, I think this is one of the good cooperations we have in Africa. Donc, je ne peux pas réagir là-dessus parce que quand il s'agit de parler des projets que nous avons avec le Rwanda, je dois reconnaître, moi, le commissaire européen, que le Rwanda est l'un des meilleurs partenaires, c'est l'une des meilleures coopérations que nous, les Européens, nous ayons en Afrique. Nous sommes très heureux de notre coopération avec le Rwanda. Vous avez entendu, je tenais à ce que vous écoutiez ce dialogue à l'intérieur du Parlement européen entre un député européen qui relate la souffrance du peuple congolais agressé par l'armée rwandaise de Kagame parce que Kagame vient voler les ressources naturelles du Congo et la réponse du commissaire européen responsable de la coopération avec le Rwanda et qui dit globalement, nous les Européens, nous sommes fiers des dirigeants rwandais, c'est l'une des meilleures coopérations que nous les Européens puissions avoir en Afrique. La coopération qui consiste pour l'Union européenne à aider le Rwanda à piller le Congo pour alimenter l'industrie européenne. Voilà ce que le commissaire européen considère comme la meilleure des coopérations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez écouté un échange à l'intérieur du Parlement européen et vous voyez très clairement la réponse du commissaire à la question du député est la preuve de la complicité flagrante entre l'élite dirigeante de l'Union européenne et le régime criminel de Paul Kagame au Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On m'appelle le docteur des preuves. Complicité flagrante. Que fait le gouverneur, que fait le commissaire européen? Il couvre Kagame. Et que fait Kagame? Kagame est en train de génocider le peuple congolais. Par conséquent, le commissaire européen qui couvre Kagame couvre le génocide congolais. Écrivez ça. Tilana. Le commissaire européen, donc l'Union européenne qui couvre Kagame, couvre par conséquent le génocide en République démocratique du Congo, actuellement perpétré par Paul Kagame. C'est un raisonnement transitif élémentaire. Kagame vient de tuer. Il vient de tuer le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général Peter Sirimwami. Kagame vient de le tuer. Et ce sont ainsi des milliers, des dizaines de milliers, bientôt des millions de Congolais qui ont été refroidis précocement par l'agression de Kagame soutenue par l'Union européenne et par l'OTAN, car Kagame est leur agent. Et il est toujours important quand on parle de la tragédie congolaise de rappeler un courrier du 2 août 1939, écrit par Franklin Delano Roosevelt, savant géostratège américain, écrit par Albert Einstein, savant physicien et géostratège américain, à Franklin Delano Roosevelt, alors président des États-Unis d'Amérique. Dans ce courrier, Einstein dit à Roosevelt, Monsieur le Président, si nous voulons être une grande puissance nucléaire et dominer la planète, nous devons veiller à garder la main mise sur les ressources stratégiques d'un pays qui s'appelle le Congo belge. Grâce à ces ressources stratégiques, nous pourrons développer notre programme nucléaire. Et il nous faut empêcher en particulier les soviétiques et les Allemands, les nazis, d'accéder au sous-sol congolais, pour réserver ce sous-sol congolais pour nous. Que témoigne le courrier du 2 août 1939? Il témoigne du fait que, pour la grande puissance impérialiste de l'Occident, que sont les États-Unis d'Amérique, il est hors de question que la République démocratique du Congo soit dirigée par un gouvernement qui se préoccupe préalablement, de façon prépondérante, prioritairement, des intérêts vitaux du peuple congolais. Il faut systématiquement, et c'est la décision de l'impérium impérialiste occidental, qu'à la tête de la République du Congo, il y ait un gouvernement qui fasse les 4 volontés de Washington, de Londres, de Paris, de Bruxelles, bref, les 4 volontés de l'Occident politique. Voilà pourquoi ils ont systématiquement assassiné tous les dirigeants congolais qui voulaient mettre l'État congolais au service du peuple congolais. Et voilà pourquoi on assassine le peuple congolais depuis la période coloniale, avec les plus de 20 millions de bras coupés par le roi Léopold II, le grand criminel belge du Congo. Jusqu'à l'assassinat des dizaines de milliers et des millions de Congolais depuis plus de 30 ans par l'armée rwandaise, financée, équipée, conseillée et protégée diplomatiquement par l'Union européenne, par l'OTAN et par l'ONU. Sont morts dans le cadre de cette élimination systématique des représentants du souverainisme congolais. L'immense Patrice Emery Lumumba, assassiné par la CIA en association avec toutes les autres puissances occidentales de l'OTAN, a été assassiné dans la foulée. L'immense Pierre Moulele, les compagnons de Lumumba avec lui comme Okito Mpele, trouvèrent la mort dans ces conditions, exécutés par la mafia impérialiste occidentale qui aujourd'hui finance Kagame. Pour 250 000 $, et je l'ai appris grâce aux archives déclassifiées de la CIA. On a donné au vilain personnage de Mobutu 250 000 $ pour tuer son frère Lumumba. Il l'a tué pour 250 000 $. Les archives de la CIA déclassifiées, publiées dans le livre noir de la CIA que je vous ai commenté il y a quelques semaines, ces archives reconstituent tout ce qui s'est fait au Congo. On a tué Patrice Lumumba pour 250 000 $ donnés à Mobutu. La somme même est connue, ça a été déclassifié. On sait combien d'argent a été donné à Mobutu pour tuer son frère. Et c'est dans cette même trajectoire de criminalité contre le peuple congolais et ses leaders authentiques qu'en janvier 2001, on a tué Laurent Désiré Kabila dans son bureau à Kinshasa. Compte de commun, Laurent Désiré Kabila, Pierre Moulele, Patrice Lumumba et tous les héros du peuple congolais, ils ont en commun d'avoir voulu mettre l'État congolais au service du peuple congolais. Ils ont en commun d'avoir voulu faire avancer les intérêts vitaux du peuple congolais et les faire passer avant ceux de l'OTAN, ceux de l'Union européenne, avant ceux des puissances coloniales belges, françaises, italiennes, allemandes et consorts. Ils furent tués pour cela. Et il est important que vous sachiez que pour le Congo, on est allé jusqu'à tuer un immense Suédois. Le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, est tué en 1961, quelques temps après Lumumba, parce qu'il avait pris fait et cause pour Lumumba. On abat son avion dans le ciel de la Zambie. Et il y a une très belle enquête de la docteure Susan Williams sur le thème qui a tué Dag Hammarskjöld. Pourquoi on a tué Dag Hammarskjöld? Et elle démontre que Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, d'origine suédoise, fut tué pour avoir pris fait et cause pour Patrice Lumumba. On lui régla son compte là-bas en Afrique, en 1961, par un pseudo-accident d'avion qui n'était rien d'autre en réalité qu'un abattage par missile. Exactement comme le 29 mars 1959, on fit disparaître Boganda en tirant un missile sur son avion et en simulant un autre crash d'avion dans lequel on a laissé sa montre bracelet, son bijou de poignet. On n'a plus jamais vu une trace de son corps. Donc il faut que vous vous rendiez compte. Il faut que vous vous rendiez compte de la gravité de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Congo. Ce qui arrive au Congo, à travers le Rwanda et l'Ouganda, qui sont des États vassaux de l'OTAN, de l'Union européenne, et qui sont chargés de maintenir le Congo en situation de guerre, cela a été conçu il y a très longtemps. D'abord, le roi des Belges s'était arrogé le Congo comme sa propriété. Quand vous connaissez la Belgique, pour traverser la Belgique en voiture, s'il n'y a pas d'embouteillage, vous n'avez pas besoin de 2 heures. Je dis bien pour traverser la Belgique. Si vous êtes au volant d'une voiture, en 2 heures, vous traversez toute la Belgique. Comment un roi d'un pays, d'un îlot, un petit îlot européen peut se lever et dire que le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés lui appartient?
Et on a osé appeler ce pays-là le Congo belge. Astaghfirullah, Congo belge. Est-ce que la Belgique, regardez, la Belgique en taille, là, elle ressemble au Rwanda. En taille. C'est comme une photocopie du Rwanda, la taille. Ce sont des pays qu'on traverse en 2 heures. Et ce sont eux qui ont le gros cœur de vouloir avaler l'immense Congo, le poumon, le cœur de l'Afrique. Pour qui? Pour des multinationales planquées dans le nord de la planète. Donc, moi, je suis choqué par l'assassinat du général Peter Chirimwami. Mais ce n'est pas le premier assassinat. Plusieurs officiers supérieurs congolais ont trouvé la mort depuis que Kagame et Museveni ont été chargés de verser le sang congolais pour pouvoir organiser le vol du diamant, du cobalt, de l'uranium, du lithium et consorts, du cuivre. Plusieurs officiers congolais sont tombés, depuis les généraux jusqu'aux soldats du rang. L'armée congolaise est en train d'être saignée à blanc. Et il y a une grande question qui se pose. Comment on met fin à tout ceci? Je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre fin à tout ceci si on ne possède pas une analyse de la nature de l'ennemi. Qui est l'ennemi au Congo? L'ennemi, c'est Paul Kagame, c'est Yoweri Museveni, soutenu par l'Union européenne et l'OTAN. C'est ça l'ennemi en République démocratique du Congo. Donc si on veut combattre pour libérer la République démocratique du Congo, on ne doit jamais demander l'aide de l'Union européenne, l'aide de l'OTAN, l'aide du Rwanda, ni l'aide de l'Ouganda. Écrivez ça. Si le peuple congolais doit se battre pour sa libération, il ne peut pas s'appuyer sur ceux qui l'attaquent. Parce qu'en fait, le Rwanda, lui tout seul, ne produit pas d'armes. Le Rwanda n'a pas de capitaux lui permettant d'acheter les armes qu'il utilise pour attaquer au sud Kivu et au nord Kivu. Non, ce sont les armes occidentales. D'accord? Même le renseignement satellitaire est largement donné au Rwanda par ses alliés occidentaux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est une attaque par ce qu'on appelle les proxys. Le Rwanda joue contre le Congo, le rôle que l'Ukraine joue contre la Russie. Écrivez ça. Le Rwanda joue en Afrique de l'Est. Le Rwanda et l'Ouganda jouent contre le Congo, le rôle que l'Ukraine joue en Europe contre la Russie. Que l'Ukraine fait la guerre de l'OTAN contre la Russie. Comme le Rwanda et l'Ouganda font la guerre de l'OTAN contre la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana Yomi. Il faut d'abord que le peuple congolais comprenne. Il faut que l'élite congolaise comprenne. Il faut que la diaspora congolaise comprenne. Et il faut que tous les Africains du monde entier réussissent à accéder à la compréhension de la nature de la grande déstabilisation du continent africain. Sans compréhension, on ne peut pas mener une révolution favorable au peuple. La compréhension. La compréhension. Alors si vous l'avez compris, que le Rwanda et l'Ouganda sont en réalité les Ukrainiens de l'OTAN, comme l'Ukraine est le proxy par lequel l'OTAN combat la Russie. Si vous avez compris cela, exactement comme vous voyez, en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO utilisée pour attaquer l'AES, l'Algérie utilisée pour attaquer l'AES, exactement comme vous voyez au Moyen-Orient, Israël utilisé pour frapper les pays arabes, la Palestine, la Syrie, le Liban, le rôle d'Israël c'est d'être là pour les chicoter, attaquer l'Iran. Une fois que vous avez compris cela, vous vous déplacez dans l'océan Pacifique et vous étudiez le rôle de Taïwan. Et vous voyez que Taïwan est instrumentalisé par l'OTAN pour attaquer la Chine. Exactement comme dans les années 60, Cuba était utilisé par l'Union soviétique pour attaquer les États-Unis, puisque les États-Unis utilisaient d'autres puissances pour attaquer l'Union soviétique. Il faut que les Africains regardent toute la planète et se rendent compte que le jeu qu'on joue contre nous, le jeu qu'on joue contre nous en Afrique est un jeu qu'on joue ailleurs dans le monde, d'une manière très lisible. De telle façon que si nous lisons bien le monde, nous comprenons bien l'Afrique. Et si nous analysons bien l'Afrique, nous pouvons projeter cela dans le monde. La compréhension. Moi, je veux être, pour vous, pour nous, quelqu'un qui facilite la compréhension. Parce que si tu as compris, tu es déjà libéré. Là, c'est là que ça se passe. Si tu as compris, comprendre est un processus de libération. Alors, si on a compris que le Rwanda et l'Ouganda ne sont en réalité que les Ukrainiens de l'OTAN en Afrique, comme l'Ukraine est le serviteur de l'OTAN contre la Russie en Europe, comme Israël est serviteur de l'OTAN contre les puissances du Moyen-Orient arabe, comme Taïwan est serviteur de l'OTAN contre la Chine, une fois qu'on a bien compris tout cela, que la CEDEAO est là pour servir les intérêts de l'Union européenne, de l'OTAN, de la France, Afrique, contre l'AES et contre l'Afrique, une fois que c'est clair, l'Africain et l'Africain s'assoient. Maintenant, ils regardent la situation congolaise. Et on peut commencer les opérations de libération. La première opération de libération, elle est sur le plan spirituel et théorique. On se donne comme règle de ne pas combattre les terroristes rwandais du M23 et des RDF en s'appuyant sur les mêmes maîtres qu'eux. Première règle. Tu ne peux pas combattre quelqu'un en comptant sur ceux qui l'ont envoyé contre toi. Oh, c'est ce que fait Tshisekedi Félix. Et avant lui, c'est ce qu'a fait Joseph Kabila. Ils ont passé leur temps à faire semblant d'affronter le Rwanda et l'Ouganda en comptant sur le soutien de l'OTAN et de l'Union européenne qui soutiennent le Rwanda contre eux. C'est un jeu de dupes. Les régimes qui viennent de se succéder en République démocratique du Congo se comportent exactement comme tous les régimes du Mali face aux terroristes avant l'avènement du président Assimi Goïta. Ils se comportent exactement comme tous les régimes du Burkina Faso avant le capitaine Ibrahim Traoré face aux terroristes. Ils se comportent exactement comme les régimes du Niger face aux terroristes avant l'arrivée du général de brigade Abdourahmane Tiani. Vous comprenez? C'est exactement comme cela qu'ils se comportent. C'est-à-dire que pour combattre les terroristes, ils s'appuient sur l'alliance qui les a fait venir. Mais tant que tu combats les terroristes en Afrique, en demandant l'aide à ceux qui les ont fait venir, à ceux qui les financent, à ceux qui les arment, tu ne fais que répandre le terrorisme dans ton territoire, puisque tout ton système de défense est infiltré par ceux que tu prétends combattre. Les terroristes sont renseignés par tes propres alliés, avec lesquels tu es assis dans ton bureau à Kinshasa, en train de partager des informations stratégiques sur ce qui se passe au Kivu. L'armée congolaise ne peut pas vaincre l'armée rwandaise en étant assistée, en étant encadrée par des officiers otaniens. Écrivez ça. Ça s'appelle la logique géopolitique et géostratégique. Et ceux qui n'ont pas compris, vous prenez un avion, vous allez au Mali, le président Assimi Goïta vous donne un cours de géostratégie géopolitique de lutte antiterroriste. Vous prenez votre avion, vous arrêtez à Ouagadougou. Le président Ibrahim Traoré vous donne un cours. Si vous n'avez toujours pas compris, vous reprenez votre avion, vous les Congolais, vous vous arrêtez à Niamey. Le président Abdourahmane Tiani vous donne un cours. Après, vous redescendez à Kinshasa et vous appliquez la théorie de la libération africaine. On est fatigué de vous, dirigeants congolais de Kinshasa. Depuis Joseph Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi, il n'y a rien de bon qui s'est passé à la tête du Congo. Je vois Joseph Kabila qui est en train de s'allier, soi-disant, donc avec l'homme de Lubumbashi, l'homme du Katanga, Moïse, rappelez-moi son nom là, Moïse, comment il s'appelle? Katumbi. Moïse Katumbi. Ils sont en train de s'allier uniquement pour venir reprendre le pouvoir à Kinshasa et recommencer la même politique de pseudo-lutte contre le terrorisme rwandais et ougandais. Ils étaient au pouvoir. Hein. Joseph Kabila qui est là, il a succédé à son père. Et il a mené la même politique que Tshisekedi. Nous avons observé, nous sommes au courant. Hein. Joseph Kabila était là, il est général d'armée de formation. Il n'a pas mené la guerre de libération de son pays. Il a passé tout son temps à faire barabara derrière les Américains. Un coup il bouge un peu vers les Chinois, un coup il bouge comme ça. Son objectif à lui, c'était de constituer une famille de pouvoir.
de capitaliser les moyens d'une famille de pouvoir. Il a assez capitalisé. C'est l'un des plus grands milliardaires de la République démocratique du Congo. Il a atteint son but. Derrière sa barbe blanche, il y a surtout les grosses caisses que lui et sa famille se sont constituées. Je vois les gens qui sont en train de se perdre en pensant que Joseph Kabila est l'homme de la situation. Et voilà, il n'est pas l'homme de la situation. Il était président du Congo pendant, je pense, pratiquement 12 ou 16 ans. Il était président du Congo. D'accord? Il n'a pas pu résoudre ce problème. Pourquoi? Parce qu'il avait les mêmes maîtres que Kagame. Et il sait très bien que ce sont les mêmes maîtres que lui, là, Joseph Kabila, et que Kagame a qui ont organisé la Chienlit congolaise. Il le sait. Et il sait que c'est pour ça que son père a été tué. Laurent Désiré. Parce que lui, Laurent Désiré, qui à un moment donné avait pactisé avec Kagame et Museveni pour renverser Mobutu, il s'est retourné contre eux pour retrouver le panafricanisme révolutionnaire de Moulele et de Lumumba. Il voulait vraiment libérer le Congo. C'est pour ça qu'il a été tué. De telle façon qu'en fait, la grande question politique congolaise aujourd'hui, c'est qui est en capacité de reprendre le chemin de la libération du Congo, là où Laurent Désiré Kabila, donc Kabila père, l'a laissé le jour de sa mort. Parce que le processus de libération du Congo s'est arrêté avec la mort de Laurent Désiré Kabila. Tous ceux qui lui ont succédé à la présidence de la République sont les hommes de l'OTAN. Ils se sont soumis. L'alliance Katumbi-Kabila-Joseph, elle n'apporte rien de nouveau au Congo. Ce sont les gens qui sont soumis à l'establishment, à l'impérium. Ils ont leurs intérêts dans les mains de ceux qui doivent combattre. Ils ne combattront pas. Ils chercheront des arrangements pour brader le Congo avec Kagame et Museveni et leur maître commun. Voilà pourquoi, à mon avis, il y a deux types d'actions qui doivent être menées pour libérer le Congo. Les forces authentiquement panafricanistes et révolutionnaires du Congo, ce sont elles qui doivent prendre le pouvoir. Elles ont la responsabilité de prendre le pouvoir au Congo. Ça, c'est la responsabilité du peuple congolais. Les forces civiles, les forces actives qui ont conservé l'idéologie panafricaine et révolutionnaire doivent prendre le pouvoir. Et je vous préviens, faites très attention. À tout moment, on peut avoir en effet un coup d'État à Kinshasa. Mais ça risque d'être d'abord un coup d'État néocolonialiste impérialiste, du style Oligui Nguema à Libreville. On sait que Tshisekedi est faible. On sait que Tshisekedi n'est pas capable de faire face à la situation. Mais il y a deux types de coups d'État qui sont en concurrence pour contrôler Kinshasa. Ceux qui sont les plus près de prendre le pouvoir entre les mains de Tshisekedi, ce ne sont pas les révolutionnaires panafricanistes. Ce sont les néocolonialistes impérialistes. S'ils se rendent compte que Tshisekedi est très faible, ils vont nous précipiter un coup d'État Oligui Nguema à Kinshasa. Un coup d'État Mamadou Doumbik à Kinshasa. On va se retrouver avec des militaires au pouvoir à Kinshasa, mais qui sont des pantins. Exactement comme Kagame et Museveni à Kigali et à Kampala. Au Sengibouam, Ouassengabouam, Normé Nyangou Mamé. Il y a deux types de coups d'État qui sont en concurrence actuellement à Kinshasa. Ceux qui sont en avance et qui peuvent à tout moment renverser, eh bien, l'étourdi de Tshisekedi, le bourgeois jouisseur de Tshisekedi, ce sont des militaires néocolonialistes. Des militaires à la solde de l'OTAN et de l'Union européenne. Ils peuvent courir vite et récupérer le pouvoir, donner l'impression de mener une révolution, puis recommencer la même politique ronronnante de pillage du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda, l'Union européenne, l'OTAN. Mais il y a toujours au Congo, vivante, l'âme immortelle du peuple congolais. Dans le cœur du peuple congolais, société civile et dans les forces vives de tous les domaines, il existe des panafricanistes révolutionnaires. Il est à souhaiter que les panafricanistes révolutionnaires arrivent au pouvoir et reprennent le travail là où le mzee Laurent Désiré Kabila l'a laissé, en laissant sa vie sur le carreau. Voilà pourquoi la première précaution qu'ils prendront, c'est d'anticiper sur les alliances nécessaires à la sécurisation du pouvoir central. Car le pouvoir central sera menacé de mort. Exactement l'erreur qui malheureusement a coûté la vie à Kabila, c'est n'avoir pas compris qu'il ne fallait pas qu'il y ait dans sa garde rapprochée un seul représentant, même par fraternité, par amitié, des pouvoirs qu'il combattait. Le panafricanisme de Kabila, son ouverture de cœur, ont fait que dans sa garde, il y avait des anciens soldats rwandais. Il les considérait comme ses enfants. Et c'est l'un d'eux qui a été chargé de le tuer. Cette erreur ne doit plus être commise par un dirigeant révolutionnaire congolais. Ça, c'est en interne, ce qui est attendu. Mais attention, j'apprends que Tshisekedi est rentré précipitamment, mais que Tshisekedi sache qu'il n'est pas à l'abri d'un coup d'État néocolonialiste et impérialiste. Quand on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur, il ne peut pas cacher le jeu. Eh bien, des maîtres manipulateurs impérialistes occidentaux ont suscité un général qui le renverse, à la Oligui Nguema ou à Mamadi Doumbouya. Qu'il fasse très attention là où il est rentré. Si Tshisekedi était un vrai patriote congolais, il appellerait, parce qu'il connaît l'armée congolaise maintenant, il connaît les Congolais, il appellerait les officiers authentiquement révolutionnaires pour créer un comité en fait de libération, un conseil de libération du Congo avec les officiers révolutionnaires. Il le ferait tout de suite, il leur dirait, nous entrons dans une période exceptionnelle. Je laisse mes habits de président civil, je vous rejoins. Je me mets parmi vous en tant que commandant de l'armée. Et je voudrais confier même des pouvoirs exceptionnels à partir de maintenant à un commandant militaire panafricaniste révolutionnaire. Je suis avec vous. Je ne suis pas militaire de formation, mais la situation du pays m'impose de faire ce sacrifice. Si Tshisekedi était un patriote, il le ferait. Mais ce n'est pas un patriote, c'est un jouisseur. Il n'a aucune doctrine, il n'a aucune inspiration, aucune dimension révolutionnaire. Donc actuellement, là, la compétition des deux types de coups d'État a commencé à Kinshasa. Et je vous dis ma peur que le premier type de coup d'État qui va faire tomber Tshisekedi soit un coup d'État pro-occidental. Parce que je vois que le peuple congolais semble avoir perdu confiance dans la voie que choisir les Lumumba, les Moulele, les Laurent Désiré Kabila. Pourtant, c'est cette voie-là qui va libérer le Congo. C'est cette voie-là qui va libérer le Congo. Maintenant, à l'extérieur du Congo, qu'est-ce que les Africains peuvent faire? Moi, je pense que d'abord, nous, société civile africaine, nous avons la responsabilité d'informer amplement le monde entier, d'aider le peuple congolais à faire comprendre la nature de la déstabilisation qu'il subit. Donc, nous avons à mobiliser les opinions civiles et politiques du monde entier sur le scandale du soutien au Congo qui vaut justement la déstabilisation du Rwanda, le soutien au Rwanda qui vaut la déstabilisation du Congo. Mais il faut aller plus loin. Les dirigeants politiques africains doivent prendre des sanctions contre le Rwanda. Tout dirigeant politique africain qui a vraiment l'amour du peuple africain et qui voit ce que le Rwanda et l'Ouganda sont en train de faire actuellement au peuple congolais doit prendre des sanctions diplomatiques contre le Rwanda. Le Rwanda se comporte envers le peuple congolais comme le régime de l'apartheid se comportait envers nos frères en Afrique du Sud. Est-ce qu'il est normal que nous ayons des relations diplomatiques normales avec un pays qui organise un génocide dans un pays frère? Le régime Kagame mérite-t-il d'avoir des représentations diplomatiques en Afrique? Cette question doit être posée à tous les dirigeants africains. Si vous êtes un dirigeant africain aujourd'hui, vous devez réévaluer vos relations diplomatiques avec le Rwanda à l'aune du rôle du régime rwandais actuel, précisément dans le génocide congolais. Je serais dirigeant d'un pays, je prends l'exemple du Cameroun, je romps les relations avec le Rwanda. Je renvoie l'ambassadeur rwandais, je rappelle l'ambassadeur du Cameroun. Je crée un bataillon de l'armée camerounaise que je mets à la disposition pour aider l'armée congolaise dans le combat contre l'armée rwandaise. Oui, un authentique dirigeant panafricaniste, révolutionnaire, rompt les relations diplomatiques avec les ambassadeurs de Kagame, met une partie de son armée en état d'alerte pour aller aider la République du Congo à se libérer. Je vous rappelle que c'est ce que le Zimbabwe et l'Angola ont fait pour sauver le régime de Laurent Désiré Kabila contre Kagame. La seule véritable fois où Kagame a été stoppé au Congo, c'est quand le Zimbabwe et l'Angola sont entrés en guerre aux côtés des FARDC. Kagame a fui. C'est là que les Goma, que vous voyez là, avaient été reconquises. Quand l'armée zimbabwéenne, révolutionnaire panafricaniste, et l'armée angolaise, révolutionnaire panafricaniste de Dos Santos, sont entrés au Congo, Kagame a fui. Même ses patrons de l'OTAN, de l'Union européenne, lui ont dit Kagame, il vaut mieux que tu rentres à Kigali.
Ceux qui arrivent là, c'est des Njunju Kalaba, c'est des Kakamou qui arrivent. Donc, un authentique dirigeant panafricaniste révolutionnaire, en Afrique centrale, en Afrique australe, il rompt les relations diplomatiques avec le Rwanda pour l'agression génocidaire au Congo, et il envoie un corps expéditionnaire pour combattre les terroristes rwandais. Il demande d'avoir une zone de front où il va combattre. Parce que ce combat-là, c'est le combat de la libération de l'Afrique. Imaginez un Congo qui devient un État puissant, fonctionnant normalement, optimalement pour sa population. Mais c'est toute l'Afrique qui est développée. Ce Congo, c'est le plus grand État minier africain. On l'appelle le moteur de l'Afrique, mais un moteur en panne. Donc, il faut que les dirigeants africains un peu partout réexaminent leur attitude diplomatique envers le Rwanda. On ne peut pas continuer à laisser ça se faire. 400 000 personnes sur les routes, 2 millions de déplacés, plus de 11 millions de personnes tuées depuis 30 ans, par la faute d'un seul type, Kagame. Il n'y a pas un conflit qui a coûté autant de morts en Afrique, depuis que l'Afrique existe. Que le conflit que ce criminel de Kagame favorise, avec son ami Museveni, pour les intérêts étrangers. Et les dirigeants africains sont là et font ami avec le Rwanda. Je vois un type comme Touadéra, il prend les soldats rwandais et les installe en Centrafrique. Un autre type comme Talon, il prend les soldats rwandais et les installe au Bénin. Alors que Kagame utilise l'armée rwandaise comme une armée d'invasion, d'agression, une armée génocidaire. Où sont les grands leaders africains?